Oui, monsieur. Oui, il vient de s'afficher, oui. Merci. La séance est Merci à enregistrée. toi. Ah, D'accord. Alors, donc bonjour tout le monde. Donc c'est la deuxième partie du cours. Et normalement, cette partie-là, transcription phonétique, alphabet phonétique international. Donc dans cette partie-là, normalement, j'ai mis tout ce qu'il faut pour comprendre en fait quelles sont les relations entre ces deux codes ordinaires, donc l'écriture normale, et le système de transcription phonétique API. Et on va donner une description phonétique et utiliser généralement dans les dictionnaires et aussi dans les manuels d'apprentissage des langues. Alors, donc avant d'entrer dans le détail, donc je vais faire quelques rappels. Donc, normalement, toutes les langues vivantes ne sont pas nécessairement écrites. Donc, il y a plusieurs langues dans le monde, probablement quelques 6000 langues autour de ce chiffre-là. Donc, je parle des langues qui existent encore. Et par contre, il y en a beaucoup qui ne sont pas écrites, qui n'existent qu'à la forme orale. Et en général, la langue maternelle est également acquise d'abord oralement. Donc, ce qui montre que la composante écrite, donc orale, on appelle aussi parfois, on appelle la graphie, donc la graphie des mots. Donc, la forme graphique des mots ou la forme écrite n'est qu'une manière de représenter les mots de la composante orale. Normalement, les mots existent en principe d'abord oralement. Donc, c'est ça la forme normale des mots, des langues, c'est qu'elles sont d'abord parlées. Et écrites, ça vient par la suite. Donc, en français, le code écrit, on va le voir, note la prononciation. Et on va dire que le système d'écriture du français, c'est un système phonologique. Donc, en général, un système graphique n'est pas nécessairement phonologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire phonologique? On va le voir. Donc, phonologique, ça veut dire il note normalement il note les sons de la langue, des syllabes, soit des lettres, des alphabets ou des sons, pardon. Donc, un système d'écriture. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur, il y a une coupure du son. Oui, monsieur. Il y a une coupure. c'est tout à fait Ouais, normal. mais maintenant, ça marche. C'est tout à fait normal. Monsieur Shakir, vous pouvez... Oui, donc là, ça marche? Très bien. Oui, monsieur, vous pouvez continuer, D'accord, merci. oui. OK. D'accord, donc les systèmes d'écriture, généralement, ils peuvent être... ouais, OK, alors ça, on va le voir en détail. Donc, les systèmes d'écriture, en général, le système d'écriture ne note pas toujours que la prononciation. Et l'histoire de l'écriture montre que les systèmes d'écriture des langues logographiques ou idéographiques, ou bien phonographiques ou phonogrammiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces systèmes-là? Donc, il y en a trois. Donc, le système d'écriture, il peut être pictographique. Qu'est-ce que ça veut dire, système pictographique? Donc, un pictogramme, c'est une image ou un dessin. Donc, exemple ici. Donc, c'est une image ou bien un dessin. Donc, très reconnaissable et très proche de l'objet représenté, qui sont en réalité souvent des dessins, parce que l'image, c'est quelque chose qui doit être donc, identique à l'objet représenté.
Donc, un objet qui représente de manière simplifiée, en général, des objets concrets. Il est lu, donc, alors ça, ce sont les pictogrammes utilisés dans la langue sumérienne, donc avant l'écriture cunéiforme. Mais maintenant, ces images-là que vous observez généralement dans des produits, donc par exemple, ici, vous avez donc ce pictogramme, ça c'est un pictogramme, donc c'est un dessin. Et ici, ça veut dire danger, d'accord? Et ici, ça veut dire dangereux pour l'environnement. Ça aussi, c'est un système d'écriture, mais qui est plutôt un système qu'on appelle pictographique. Et en principe, ces images-là sont lues par des étrangers, mais prononcées dans leur langue maternelle. Donc, toutes ces images-là, ils peuvent être lues par dans toutes les langues, mais en utilisant les mots phonétiques de chaque langue. Donc, en réalité, ces formes d'écriture, ça constitue la première forme d'écriture des langues. Donc, les premières formes d'écriture étaient de cette manière-là. Mais alors, c'est généralement des formes d'écriture qui sont valables pour les notions concrètes et qu'on peut représenter par des dessins. Le deuxième système d'écriture, c'est ce qu'on appelle un système d'écriture à base d'idéogrammes. Alors, ou logogrammes. Donc, les idéogrammes ou les logogrammes, ce sont des signes conventionnels, c'est-à-dire qui sont choisis par une communauté donnée et qui représentent un mot, le sens du mot, sans donner d'indication sur sa prononciation. D'accord? Donc, ce sont des formes conventionnelles qui représentent l'idée d'un objet, mais ne donnent aucune indication sur la prononciation. Utilisé dans les premières formes d'écriture également. Donc, en fait, les idéogrammes, ils ressemblent au départ. Par exemple, ici, vous avez l'eau. Et là, c'est une montagne. Ressemblent au pictogramme. Ils ressemblent à des dessins, mais ils vont se simplifier. Donc, simplifier, par exemple, l'écriture chinoise est également une écriture par idéogramme. Ça veut dire que à l'origine, c'était quelque chose qui ressemblait à des pictogrammes, mais en les simplifiant, on perd la relation entre l'image ou bien le dessin et l'objet représenté. Et ça devient ce qu'on appelle des idéogrammes. Et dans tous les cas, ces idéogrammes ne donnent aucune indication sur la prononciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous ne connaissez pas la prononciation du mot ou vous ne connaissez pas le mot, donc vous ne pouvez pas le lire oralement. Alors, ce que vous observez ici, en fait, les chiffres qui permettent donc d'écrire donc les nombres 1, 2, 3, donc ce sont des idéogrammes. Par exemple, l'arrobase, donc en électronique aussi un idéogramme. L'isperluette aussi, c'est un idéogramme. Donc le français, même si le système d'écriture fonctionne sur la base généralement des phonogrammes ou des alphabets, il contient également quelques idéogrammes, c'est-à-dire quelques symboles, quelques signes. Et ces signes-là, si on ne connaît pas leur prononciation, on ne peut pas les lire. Donc, premier système, c'est les pictogrammes. Deuxième système à base d'idéogrammes. Et dans le pictogramme et l'idéogramme, ce qu'on a essayé de représenter, c'est ici. Alors, le troisième système, c'est le système alphabétique. Et en fait, ce sont des systèmes
donc où la forme écrite note la prononciation du mot. Les unités des systèmes phonographiques sont des phonogrammes. Ces systèmes d'écriture peuvent être syllabiques ou alphabétiques. Donc, ces systèmes d'écriture, en fait, ce sont des systèmes qui notent la prononciation et ils notent la forme sonore des mots. Et alors, les systèmes qui notent les alphabets, les phonèmes, ou bien les sons, donc chaque lettre ou chaque groupe de lettres note un phonème. Alors, par contre, on peut trouver des systèmes phonologiques où l'écriture est dite syllabique. Donc, la forme écrite note la prononciation du mot également, mais chaque signe note une syllabe. Par exemple, en japonais, donc, chaque signe graphique note une syllabe. Donc, la syllabe wa, si vous la trouvez dans un autre mot, vous allez la noter avec ce symbole. La syllabe ta, si elle apparaît dans un autre mot, autre que ce mot-là, donc elle va être notée par ce symbole-là, ou ce signe-là. Donc, dans la langue japonaise, ce qui est noté, c'est la prononciation également, mais l'unité de l'écriture note les syllabes. En français, l'unité de l'écriture, généralement les lettres, généralement, mais ce n'est pas toujours. Note les phonèmes, note les sons. Un système d'écriture, on va dire phonologique, donc ici, on va dire phonologique, il peut être un système alphabétique ou bien syllabique. Donc le système syllabique, les unités d'écriture notent des syllabes. Le système alphabétique note également la prononciation, mais chaque signe ou une voyelle. Et l'unité de l'écriture, on va l'appeler un graphème. Donc l'unité de l'écriture, la plus petite unité de l'écriture, c'est le graphème. Et en principe, dans les écritures alphabétiques, chaque graphème représente un son. Alors ici, on va parler vraiment du système de l'orthographe du français. Et on va dire que normalement, chaque signe du niveau graphique note en principe un son, une consonne ou une voyelle. Et on va dire que l'unité de l'écriture est le... Alors, les graphèmes sont de différents types. Vous avez une seule lettre. Exemple, le mot papa. Vous avez 4 lettres ici. Et donc, qui correspondent à 4 graphèmes. Pourquoi? Parce que vous avez ici 4 sons. Donc, chaque lettre correspond à un son. Donc, P, A, P, A. 4 lettres, 4 graphèmes, 4 sons. Par contre, vous avez des graphèmes complexes qui contiennent plusieurs lettres, c'est-à-dire plus d'une lettre. Et là, on distingue entre ce qu'on appelle les digrammes. Donc, les digrammes, c'est un graphème qui contient 2 lettres. Exemple, CH ici correspond à un seul son. Ch. Donc, le son ch. Donc, on va dire que ch, ici, CH, pardon, c'est un graphème composé de 2 lettres. Et le mot cheval va être composé de 2, 4, 6 lettres, mais uniquement 5 graphèmes. D'accord? Donc, le graphème, on a un son, donc dans le cas du français, qui permet de noter un son qui peut être une consonne ou une voyelle. On a aussi ce qu'on appelle les trigrammes. Ce sont des graphèmes, donc c'est des graphèmes complexes qui contiennent 3 lettres. Donc, ils contiennent 3 lettres. Par exemple, dans pain, vous avez la lettre
P, la lettre A, I, N. Donc le P correspond à un seul graphème. A, I, ben, vous avez 4 lettres, mais uniquement 2 graphèmes. D'accord? Donc, le système d'écriture du français est un système phonologique et plus exactement alphabétique. Pourquoi alphabétique? Parce qu'il se base ou bien des sons. Et les lettres peuvent noter un son quand elles sont des lettres simples. Et dans ce cas-là, on va dire qu'ils forment un graphème simple, mais on peut noter les phonèmes par un groupe de lettres, un groupement de lettres. Dans ce cas-là, il s'agit d'un graphème complexe qui peut contenir 2 lettres ou bien 3 lettres. 2 lettres, c'est un digramme, et 3 lettres, c'est un trigramme. U, pour représenter le son O, d'accord, c'est un trigramme. Et pour le digramme, par exemple, la lettre OU, donc représentée par OU, OU, c'est un seul graphème qui note ou représente graphiquement le son OU. Donc, l'alphabet d'une langue, c'est quoi l'alphabet d'une langue? Donc, l'alphabet est un nom masculin. Donc, on dit un alphabet, on dit une orthographe de la langue. Donc, un alphabet. L'alphabet est un nom masculin. Donc, c'est un système de signes graphiques disposé dans un ordre conventionnel et servant à transcrire les sons d'une langue. Donc, ça, vous le connaissez. J'ai simplement donné ici la définition. Les concepts, peut-être qu'ils sont peut-être soit un rappel, soit nouveau pour vous. C'est simplement des termes pour des concepts ou des notions que vous connaissez déjà. Donc, il faut bien distinguer entre la lettre et le graphème. Donc, on écrit normalement par graphème, en principe, et on lit aussi par graphème, même si l'écriture note des lettres. Donc, l'ensemble des lettres du français forme son alphabet. Il est composé de 26 lettres et 4 signes diacritiques. Donc, 26 lettres et 4 signes diacritiques qui modifient les lettres pour représenter d'autres sons. Donc, ce sont ces signes-là, vous les connaissez. Donc, la cédille, l'accent aigu, le accent. Donc, c'est simplement des signes qui sont là pour modifier certaines lettres et pour pouvoir ou sont représentés par les lettres de départ. Alors maintenant, on va voir. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vais vérifier. Oui. Oui, monsieur. D'accord. Oui, Alors, monsieur. ok, merci. Alors, je vérifie un autre détail. Ok. Alors maintenant, donc j'ai dit que le but de ce premier cours, c'est donner quelques caractéristiques, rappeler quelques caractéristiques du système orthographique du français et montrer que le système orthographique présent quelques discordance ou manque de correspondance entre la forme écrite et la forme prononcée. Et alors pour cela, donc j'ai rappelé que le système du français, en fait, c'est un système qui est phonologique, le système d'écriture. Il est phonologique. Pourquoi? Parce qu'il note la prononciation. On peut vous donner un mot nouveau que vous n'avez jamais rencontré. Si on vous le donne sous format écrit, vous allez le lire, même si vous n'allez lui associer aucun sens. Pourquoi? Parce que l'écriture du français note la prononciation. D'accord?
Et le système qui utilise des alphabets, c'est le système le plus simple, en principe, et le plus rapide que c'est un système qui utilise une écriture alphabétique est plus rapide à maîtriser sa forme écrite ou son écriture et lecture que les systèmes non alphabétiques ou bien non phonologiques. Par exemple, les Chinois doivent apprendre beaucoup de mots, doivent les apprendre visuellement, doivent apprendre beaucoup de mots, alors qu'en français, système alphabétique, il suffit d'apprendre les 26 lettres et en général, normalement, on doit pouvoir apprendre à lire assez rapidement. Par contre, le chinois, ça prend beaucoup de temps. Donc, on apprend à lire, même si on ne comprend pas tout le sens des textes. Pourquoi? Parce que les mots notent la prononciation. Par contre, même dans un système alphabétique comme celui du français surtout, donc on a, par exemple, quelques dysfonctionnements. Normalement, un système graphique idéal, dans un système graphique idéal, parfait, donc chaque graphème représente un seul phonème. Et chaque phonème ou chaque son est représenté par un seul graphème. Normalement, si c'était comme ça, l'écriture serait très facile à apprendre. Chaque lettre, si vous voulez, pour simplifier, représente un son différent et chaque son est représenté par une lettre différente. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En français, et on a les deux asymétries. Donc, la lettre SE, par exemple, la lettre S, pardon, la lettre S peut être prononcée SE ou bien ZE. Donc, SE généralement entre deux voyelles et dans tous les autres. Donc ça, si vous ne connaissez pas la règle de position pour la prononciation du ZE, alors là, aussi ça n'existe pas de règle, que ce n'est pas très très régulier. Donc on a la même lettre qui peut être prononcée de deux manières différentes. Donc ce n'est pas un système qu'on souhaite normalement, mais c'est comme ça en français. Le C, la lettre C peut être prononcée ce ou bien que, donc que devant A. Et dans les autres contextes, généralement de ce. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, monsieur. Oui, parce d'accord, on avait perdu le son. D'accord. OK. Donc, et on a l'inverse. Un même son, donc la deuxième règle, le même phonème représenté par le même graphème. Malheureusement, en français, ce n'est pas le cas. Donc, le même son, par exemple, le ZE, peut être représenté par la lettre Z ou la lettre S. De même, le son je peut être représenté par la lettre je ou la lettre J. Et le son F peut être prononcé par le graphème simple, donc feu, ou bien le graphème complexe, PH. Donc on n'a pas configuré l'asymétrie dans les deux sens. Donc au sens de l'écriture, par exemple ici, c'est quand on veut écrire le son ZE, et dans le sens de la lecture, quand on veut lire la lettre SE, S, donc malheureusement, on ne la lit pas toujours de la même manière. Et c'est ce qui pose beaucoup de difficultés pour les apprenants précoces, donc pour les élèves. Donc, alors, il y a plusieurs causes de
normalement, le système du français, au départ, Monsieur, oui, monsieur, par exemple, X, on écrit K plus S. oui, donc ça aussi. Donc, voilà, donc l'idée, c'est il y a plusieurs, on va dire, inadéquations, donc plusieurs inadéquations entre le code oral et le code écrit. Même si le système alphabétique, le système d'écriture du français, au départ, était un système alphabétique, phonétique, si vous voulez, ou bien phonologique, plus exactement, malheureusement, maintenant, dans l'état actuel, la forme écrite n'est pas toujours facile. À partir de la forme écrite, c'est pas toujours facile de déduire la forme, mais c'est pas aussi régulier et surtout, il pose beaucoup de problèmes pour les élèves durant l'apprentissage donc précoce de l'orthographe. Et le même son, par exemple, le son O, il peut être représenté par plusieurs graphèmes. Donc O avec accent circonflexe, O avec AU, ou bien avec EAU. Donc il y a plusieurs graphèmes possibles pour le même son. Et il y a des raisons historiques à tout ça. Alors, la prononciation d'une langue est en perpétuelle mutation, sa graphie change lentement. Donc, les causes principales de manque d'adéquation entre le code écrit et le code oral, c'est le changement de la prononciation de la langue à travers son histoire. Donc, la prononciation des mots évolue dans le temps. Malheureusement, l'orthographe de la langue ne suit pas toujours. Donc, même si on a des différences, très rarement on change aussi rapidement. Par exemple, alors je vais donner des exemples. Alors, les voyelles nasales actuelles du français ont été prononcées historiquement en suite de voyelles orales plus consonnes nasales. Par exemple, son, si je dis cartable, ici, on va le voir, on a deux graphèmes uniquement. On a le graphème S et le graphème a uniquement deux sons. Deux fois la lettre S et le ON est représenté par le graphème ON. Alors, historiquement, les graphèmes ON en fin de mot étaient prononcés ON. Donc, les deux étaient prononcés, le O et le N. Maintenant, on prononce uniquement une voyelle dite nasale, même si on continue à représenter les deux, donc ON. Alors, les consonnes aspirées, non prononcées actuellement, étaient prononcées historiquement. Par exemple, les mots qui contiennent un H aspiré, donc tous les H dans les mots actuellement en français, ne sont pas dehors. Même si on l'entend, mais c'est une fausse prononciation. Aucun Français ne dira dehors. Donc les H, certains H, surtout ce qu'on appelle les H aspirés, qui existent au début de certains mots, normalement, historiquement, ils étaient prononcés. Historiquement. Maintenant, on ne les prononce pas, mais on les écrit toujours. Les mots actuels, donc si vous prononcez le mot trois, alors on dit, en français, on dit en principe trois. Donc le deuxième R ici ressemble à un re. Donc on ne dit pas trois, on dit trois. Même si, alors, et on dit croix, il croit. Donc ici, c'est un re. Donc le A, le re ici, donc c'est un re. Mais il est écrit de la même manière que droit. Donc droit, on dit re.
droit, mais on dit croix, croix. Au niveau orthographique, on ne change pas l'écriture, même si la prononciation a changé. Alors, pourquoi? Donc, alors, pourquoi on a ces changements de prononciation? Alors, généralement, ces changements de prononciation et malheureusement, ces changements n'apparaissent pas dans les représentations graphiques. Donc, un segment ici, pourquoi on dit croix, croix, absent, absent. Ici, le be est devenu presque un peu. Normalement, il y a une explication phonétique, mais ce n'est pas noté au niveau de l'orthographe. Et voilà. Alors, c'est ce qui. Et par contre, au bout d'un certain temps, si ça peut être finalement récupéré par la langue et écrit de manière au niveau de l'orthographe. Alors, il y a certaines erreurs, ok, pas certaines erreurs, il y a certains écarts au niveau de la représentation écrite et la prononciation qui sont dus justement à ce qu'on appelle des tentatives, donc à ce qu'on appelle les tentatives de réforme qu'a subi l'orthographe du français à travers son histoire et généralement pour des raisons différentes. Donc, les lexicologues ou les lexicographes avaient remarqué justement ces différents au niveau de la forme écrite et la forme orale. L'Académie française, de spécialistes de la langue, au niveau de l'orthographe, pour essayer de rendre l'orthographe des mots plus proche de leur prononciation. Malheureusement, ces réformes-là ont parfois donné des résultats négatifs. Et les raisons de ces modifications de l'orthographe n'étaient pas toujours pour des raisons phonétiques. Étymologique. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est on essayait d'établir l'origine latine des mots. Alors, si vous savez, normalement, le français, il provient essentiellement du latin. C'est-à-dire quoi? Donc, le latin, c'était une langue parlée par les Romains. Donc, c'était une langue qui était parlée par les Romains. Et les Romains ont conquis, donc ont colonisé en fait toute l'Europe du Sud, l'Europe méditerranéenne, et aussi donc la France et une partie de la Belgique. Et ils ont même conquis en fait une partie de l'Angleterre. Et quand les Romains ont conquis l'Europe, la France ou toute l'Europe, ils étaient donc une grande civilisation. Et donc les Français ont emprunté la langue latine, qui était une langue de culture à l'époque et une langue de religion, parce qu'ils ont aussi, les Romains ont aussi donc fait propager le christianisme. Donc ils étaient en partie responsables du christianisme. Et donc les Français ont adopté donc le latin. Donc c'est ce qui explique que l'essentiel de la langue française, beaucoup de mots du français, en fait le vocabulaire même. Donc on dit que c'est une langue romane. Donc le français est une langue romane parce que la langue qui a donné naissance au français que vous connaissez, c'était le latin. Et en fait, vers le 15e, 16e siècle, surtout quand on a commencé à écrire le latin, donc ils ont essayé d'écrire, le français qui a subi beaucoup de modifications au niveau de l'oral par rapport au latin. Donc on a écrit la forme orale, mais on essayait de rétablir des consonnes qui ne sont pas prononcées. Et on appelle ça des consonnes étymologiques. Malheureusement,
cette réforme-là a compliqué l'orthographe du français. Donc, le mot loup était écrit prononcé de cette manière, mais il a été écrit, en fait, de cette manière, en ajoutant un P pour le rendre plus proche de son étymologie, lupus, donc du mot latin d'origine. Donc, pas mal de hommes aussi qui étaient prononcés comme ça, on a ajouté un H, donc donc obscur, on a ajouté un P ici, donc pour le rapprocher de sa forme latine. Donc il y a certaines consonnes qui étaient ajoutées, ont été ajoutées par les spécialistes, les lexicographes, pour établir une origine latine. Alors, on a aussi modifié quelques orthographes, donc surtout pour distinguer les mots homonymes. Donc, par exemple, non, le nom, même s'il est prononcé de la même manière, non, donc il est écrit de deux manières différentes, avec ON ou avec OM, pour justement le différencier qu'il s'agit là de deux mots homonymes, ça veut dire qu'ils se prononcent de la même manière. Et il voulait les distinguer au niveau de l'orthographe. Donc le mais ici, donc on avait un seul mot, mais on a ajouté donc mais donc pour les plats, mais ici pour la conjonction, mais pour l'adjectif possessif, etc. Donc ces modifications-là, donc c'est pour alors donc on avait dit en raison de l'interaction entre les sons dans la chaîne sonore. Ça, ce sont des interactions qui existent dans toutes les langues et qui peuvent modifier la prononciation de certains sons quand il est au voisinage d'un autre son. Et ça existe dans toutes les langues et ce n'est pas représenté au niveau orthographique. Très souvent, ce n'est pas représenté, même s'il y a un écart au niveau de la prononciation. Là, ce sont des modifications au niveau de l'orthographe qui ont été faites pour des raisons donc étymologiques de différenciation. Alors ici, on a ajouté la consonne nasale entre deux voyelles, on l'a dédoublé, exemple dans les mots donnés, honneur. Donc des mots comme ça, on a dédoublé, simplement dédoublé la consonne. C'était les lexicographes qui l'ont dédoublé. Alors, donc ces modifications-là, ce sont elles qui sont responsables des écarts entre la forme écrite et la forme prononcée. Donc même si on écrit au départ avec un système phonologique ou bien alphabétique qui essaye de représenter les sons de la parole par des graphèmes, à la langue, à travers l'histoire, la forme écrite et la forme prononcée subissent des écarts en raison du changement de la prononciation, qui est un changement parfois naturel, en raison de l'interaction entre les segments, ou bien un changement qui était opéré par les lexicographes généralement pour simplifier, mais parfois les conséquences étaient négatives. Alors, c'est pour ces raisons-là que les didacticiens et les linguistes ont inventé ce qu'on appelle l'API. Donc, l'API, c'est quoi? C'est l'alphabet phonétique international et on va le présenter tout de suite. Donc, c'est quoi l'alphabet? L'API. Oui. OK. Donc l'alphabet, c'est l'alphabet international. Donc il est proposé, donc c'est un alphabet qui est proposé par l'Association phonétique internationale
International Phonetic Association. Donc, c'est une association qui a été créée en 1886. Donc, en fait, c'est une association qui regroupait les enseignants de phonétique et le comité résidait à Paris. Donc, c'était formé, en fait, d'abord en France, essentiellement. Et la mission principale était l'enseignement de l'anglais. D'accord? Alors, cette association, en 1888, adopte le français comme langue officielle, adopta le français comme langue officielle et s'appela l'Association des et depuis 1897, l'Association phonétique internationale. Qu'elle proposa la première version de l'alphabet phonétique international. Donc, alphabet, donc c'est un système d'écriture. Si vous voulez, c'est un ensemble de symboles, et plus exactement, c'est un ensemble de symboles qui ressemblent à des lettres, qui est destiné à représenter la prononciation, uniquement la prononciation. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alphabet phonétique. Donc, ce système n'a cessé de se développer depuis cette date et il est actuellement largement utilisé par les phonéticiens et les lexicographes. Alors, les lexicographes, donc, ce sont les spécialistes qui s'occupent de l'élaboration des dictionnaires. Donc, surtout tout ce qui concerne le format des dictionnaires. Alors, cet alphabet phonétique, normalement, repose sur un ensemble de principes qui l'organisent et qui l'organisent comme un système d'écriture un peu particulier. Alors, le premier principe, c'est tout simplement les principes d'un système orthographique idéal. C'est ce qu'on avait donné tout à l'heure. C'est-à-dire, pour chaque symbole phonétique, correspond un seul son qui peut être employé dans une langue à la place d'un autre son pour changer le sens d'un mot. Donc, c'est un principe qui ressemble à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, chaque son du système de l'alphabet phonétique international, chaque symbole correspond à un seul son, un seul. Et si vous voulez, un seul son est représenté par un seul symbole, un seul. Donc, alors, l'alphabet phonétique, ce sont des lettres, en fait, c'est les mêmes principes. C'est pas. C'est d'atteindre qu'un système d'écriture idéal. Et chaque son est représenté par un graphème différent. Donc, c'est le même principe ici. Alors, la seule chose qui est ajoutée ici, c'est que chaque symbole phonétique représente un son, mais il faut que ce son, il y a un seul son, mais il faut que ce son-là puisse être employé dans au moins une langue dans le monde. D'accord? Donc, ce système, il est là pour représenter les sons qui sont des langues naturelles, qui existent dans au moins une seule langue. Au moins une seule langue. Donc, ici, c'est l'alphabet phonétique international. Donc, si un son apparaît dans plusieurs langues, un même symbole lui sera retenu. D'accord? Ce sont les mêmes symboles qui sont utilisés pour transcrire toutes les langues du monde. Donc, si vous connaissez l'alphabet ici, le système alphabétique, c'est un symbole qui est utilisé si le son qu'il représente existe dans le chinois ou dans le vietnamien ou autre langue. Donc, l'alphabet phonétique doit rester aussi proche que possible de l'alphabet de la graphie. Donc, puisque l'alphabet phonétique a été élaboré par essentiellement des chercheurs européens, donc qu'est-ce qu'ils ont
pris comme référence, ils ont ajouté cette contrainte. L'alphabet phonétique doit rester aussi proche que possible de l'alphabet de la graphie, donc, et plus exactement des lettres romanes. Donc le français, l'anglais, etc., ils utilisent des lettres romanes, donc l'écriture latine, si vous voulez. Ils ont une écriture latine, donc on va le voir, l'API contient beaucoup de lettres de l'alphabet latin. Donc, voilà, donc il n'existe pas, donc, et ils ont posé ces principes, il faut que cet alphabet soit utilisé pour toutes les langues. Même si eux, au départ, ils ont utilisé un alphabet qui utilise beaucoup de lettres des langues romanes. C'est comme ça. Donc, il faudra peut-être inventer un autre système d'écriture qui garde la condition principale, un son pour chaque, un symbole pour chaque son, un champ diacritique. Donc, l'alphabet phonétique international utilise aussi des signes diacritiques, c'est-à-dire elle utilise quelques symboles qui vont s'ajouter à des lettres, comme l'accent, etc. Il existe des symboles qui ressemblent aux signes diacritiques de la langue écrite. Donc, les détails à un. Alors, on va donner quelques exemples. Donc, l'exemple du français. Donc, ici, vous avez entre crochets les sons, donc les symboles API. Donc, l'alphabet phonétique ici, elle est entre crochets. Et ça, ce I, donc on a gardé la lettre romane ou latine du I. Et ça représente le son I dans il et pi, donc c'est qui est donné en bleu, ou bien lire. Donc le I ici est représenté par la lettre I, ou bien la lettre Y, mais est représenté par le symbole API, qui est le même que la lettre romaine. Donc pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'ils avaient ajouté ce principe-là. Il faut que l'API soit le plus proche possible des formes écrites. Mais l'API ne va noter que les symboles ou les sons prononcés. Donc le et, donc blé, aller, chez. Donc, mais par le même symbole. Donc et ici. Donc, etc. Donc donc représenté par le graphème EU de un 1. Alors, vous avez le et ici avec accent aigu et le et avec accent grave, ou bien donc merci. Donc, c'est représenté avec une lettre, donc ce symbole-là, au niveau des lettres romaines. Alors, le 1, donc vous avez brun, plein, bain, donc 1. Le 1 est représenté par la même lettre, qui est ce symbole qui représente et, auquel on a ajouté ce qu'on appelle un tilde. Ok, alors. Donc, on a ajouté au-dessus du et, on a ajouté le tilde, donc un signe diacritique. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle les semi-voyelles. On va les voir après et se représenter avec ces symboles. Alors là, vous avez le symbole des consonnes. Donc, père, sous, te, le que. Donc, le que ici est représenté par C, que l'on U, C, K. Donc, différents graphèmes. Donc,
pour le même son et l'API, donc il faut qu'elle pose clic ici pour le même son, puisqu'on entend le même son ici que donc képi, sac, qui, cou, on a le même son, donc on a forcément le même symbole. Alors, ces symboles-là, donc peut, que, donc latine, graphique, ordinaire, be, de et que. Donc ça, ce sont des... Donc c'est plus simple, c'est facile à retenir. Pour le ge, donc on utilise ce symbole chaque fois qu'on entend ge, ge. Donc gar, bac, gui. Donc ici, on doit mettre le symbole ge. Alors le feu, ça ressemble au le F, au F, le son S, sale, ce, lui, ça, dessous, tasse, tous ces mots-là, ce, et il est représenté par un seul symbole, donc le symbole S, donc ce ici. Le che est représenté par un symbole qui n'existe pas dans les graphies ordinaires, et on l'utilise chaque fois donc on entend ch, donc chat, tâche, schéma, donc veut, ze, donc je, c'est vous avez ce symbole-là, etc. Alors, normalement, le français possède 16 voyelles. Monsieur, Oui, quand allons-nous écrire le R minuscule et le R majeur dans la transcription? alors normalement, alors regardez, ici, voilà, le R, vous avez ici un R majuscule, ici. Alors, pourquoi on utilise le R majuscule? Parce que, alors, normalement, on va l'expliquer. Alors, si vous ouvrez le dictionnaire Robert, il utilise un R majuscule. D'accord? Est-ce que vous pouvez éteindre le son? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le son? Oui. Donc, normalement, alors, dans notre cours, quand vous avez le re, mettez un R majuscule. Donc, si vous, au niveau de l'API, dans l'alphabet phonétique, donc le re du français doit être prononcé écrit par un R majuscule. Le re minuscule, ça ressemble au re que nous avons en arabe. Donc, raba, raba. Donc, raba, ra. Donc, le re, il est plutôt avec un R minuscule et le re, il est plutôt avec un R majuscule. Donc, normalement, en français, vous devez mettre un R majuscule parce que ce n'est pas le même son au niveau de l'API. Donc, on avait dit, l'API note les sons qui existent dans les langues, toutes les langues. Et normalement, si vous mettez un symbole entre crochets, ce symbole-là, en principe, doit avoir une prononciation. Alors, en principe, le re minuscule, c'est plutôt, c'est différent du re standard du français. C'est pas la même chose. Je parle au niveau de la prononciation. Donc, il possède 16 voyelles prononcées et 17 Monsieur, consonnes. En fait, là, c'est l'orthographe, pardon. Non, ça, on parle plutôt de l'orthographe. 17 consonnes, non, ça c'est faux. Donc, 16 voyelles, en fait, au niveau de l'orthographe. Alors, presque tous les symboles phonétiques réservés aux consonnes du français ressemblent à leurs symboles graphiques. Attendez, pardon, attendez. Non, on parle plutôt plus exactement de la forme phonétique ici. Donc, 16 voyelles prononcées, 17 consonnes prononcées et 3 semi-consonnes. D'accord?
Et en principe, tous les symboles phonétiques réservés aux consonnes du français ressemblent à leurs symboles graphiques. La plupart, pas tous, presque tous. Donc, peu ressemble au peu, te au te, le que ressemble au que. Les seules différences, c'est au niveau de je, que. Donc, surtout cela, surtout, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc, vous avez aussi le mieux, donc agneau. Donc, vous utilisez ce symbole-là. Donc, ici, agneau, vigne. Donc, on utilise ce symbole. Et parking, donc il est représenté par ce symbole-là. D'accord? Mais beaucoup de consonnes se ressemblent au niveau orthographique et au niveau de l'API. Alors, normalement, vous pouvez, alors ce que je vous demande de faire, donc essayez, en fait, normalement, je vais vous mettre déjà, c'est déjà préparé, donc vous allez avoir des exercices de transcription et essayez à faire bougie, valise, donc essayez de les faire tout seul et essayez de les faire et en regardant après le dictionnaire, donc un dictionnaire, et si sinon, à transcrire maximum de mots. D'accord? Et je vais vous donner aussi, au fur et à mesure, quelques exemples un peu difficiles à transcrire. Alors, je crois qu'on peut... Ok, alors on va peut-être voir ça, donc cette diapo-là. Alors, normalement, alors le mieux, c'est d'ajouter... D'accord. Alors, si vous considérez ces mots dans les mots suivants, donc main, vigne, narine, parking, médecine, ciné, magnifique, cognitive, donc, ok, nain, signé, marine, sagne, parking et 5. Alors, vous avez un ensemble de mots et essayez par exemple de comparer donc le mot ciné et signé. Donc ciné, signé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc, dans ciné, vous avez si, né, deux syllabes. Si, né. Et ici, vous avez si, nier. Le premier mot, vous avez ici un ne. Et dans le deuxième, vous avez plutôt le son nieux. Donc, on avait dit la lettre, le graphème GN. Donc, le graphème GN. Alors, puisque nous avons deux mots ici qui ne que dire, on va dire que ces deux sons, donc ne et nieux, s'opposent donc phonologiquement en français. C'est-à-dire ils constituent deux phonèmes différents en français. Donc le son ne et le son
mieux. La même chose, vous avez le mot sème, il sème, donc il sème les grains. Donc vous avez le me qui s'oppose à mieux. Et qu'est-ce qu'on a ici en fait? On a deux mots qui ne se distinguent que par deux sons. Alors ça confirme que le mieux s'oppose phonologiquement à me, d'accord? Et donc le son mieux permet de former des mots nouveaux. Il y a beaucoup de mots en français qui sont formés en changeant ne par me, par mieux, ou bien me par mieux, d'accord? Et on sait que le me et le ne donc s'opposent entre eux. Donc ils peuvent distinguer deux mots uniquement en changeant me par ne ou bien ne par me. Donc on peut donner des exemples, par exemple main, nain. Donc le mot main et le mot nain ne se distinguent que par les premières consonnes, les premières lettres, et qui sont ici donc me et ne. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le me et le ne et le nieu, me, ne, nieu, sont trois phonèmes différents. C'est-à-dire ils ont des fonctions distinctives. Donc elles sont aussi très productives, donc ils permettent de distinguer entre plusieurs mots. D'accord? Donc les sons me, ne et nieu. Et on les appelle en fait des consonnes nasales. Donc ce sont des consonnes nasales. En arabe, on a uniquement le me et le ne comme consonnes nasales, mais en français, on a me, ne, nieu, nieu, qui est représenté graphiquement par GN. Et en général, normalement, tout le monde prononce le nieu correctement. On verra qu'il y a une petite différence par rapport au français, mais qui n'est pas très grave. Donc, normalement, on a des prononciations. On n'a pas de problème au niveau de la prononciation du nieu. Donc, le me, vous avez le ne, vous avez le nieu qu'on vient d'expliquer, le nieu, et vous avez un autre, la suite ng, ng. Donc, c'est-à-dire le ne plus ge, les deux sont représentés par ce symbole. Et c'est dans le mot camping, camping, ping. Donc le ge représente uniquement le ne plus je qui sont prononcés un peu de manière fusionnée. Alors ce son-là, il n'apparaît que dans des mots d'emprunt, c'est-à-dire des mots qui sont empruntés à d'autres langues. Et généralement, il n'apparaît que dans des mots qui ce son-là, il apparaît uniquement en fin de mot et représenté par la graphie, en fait, généralement, donc vous allez voir ing, généralement, ça fait ng, ng. C'est pas le ing, c'est ng uniquement. Alors, donc, donc le nieu correspond au graphème correspond au graphème pas ing, non, donc le graphème g, ng. Donc en arabe, les seules consonnes nasales sont me et ne. Et en français, vous avez 4 consonnes nasales, donc le me, ne, nieu et ing. Donc le me, ne et nieu forment beaucoup de mots, permettent de former plusieurs mots du français. Par contre, le ing, il n'apparaît généralement qu'en fin de mot et dans des mots qui sont empruntés à l'anglais.
est généralement donc la fin absolue d'un mot. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui, Alors, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est d'accord. clair. Alors maintenant, vous m'avez posé la question par rapport au re tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on prononce les mots suivants? Donc, car, yaourt, portable, cartable, prise, etc. Donc, généralement, si vous le prononcez à la manière du français standard, il faut le prononcer et le transcrire avec R majuscule. Donc, on va dire car, yaourt, portable, cartable. Ici, c'est normalement un re, donc une prise, une prise. Donc, alors, si vous utilisez le R minuscule, normalement, ça veut vouloir dire que vous avez prononcé comptable, prise. Alors, ce n'est pas la prononciation standard. Donc, prononciation standard, et on peut l'appeler parfois une prononciation donc roulée ou vibrante. Donc, si vous notez ça, ça correspond à la prononciation du re qui est entendu en fait au sud de la France. Donc, ce qu'on appelle la prononciation qu'on avait vue précédemment, une prononciation, une variante régionale. Alors, normalement, il faut mettre un R majuscule qui est la prononciation standard du re français qu'on appelle consonne grasse et I. D'accord? Donc, normalement, entre crochets, vous allez trouver dans certains sites sur Internet ou le re dans des transcriptions phonétiques, le re minuscule, mais normalement, il faut mettre un re majuscule et le Robert utilise un re majuscule. Alors, ok, alors il est Monsieur, quelle heure? Oui. monsieur, par exemple, Khadija, comment on l'écrit? Alors, normalement, Khadija, est-ce que vous voulez la transcription du mot de l'arabe ou du français? Français. Alors, normalement, c'est le re en français n'existe pas. Alors, parfois, ok, regardez, donc il y a un X majuscule, minuscule, donc khamsin, donc vous trouvez ça dans quelques mots. Mais non, en principe, comment est-ce que les Français vont le prononcer? Si c'était des Français. Donc, je ne crois pas, il n'y a aucun Français qui va dire Khadija. Je crois qu'ils disent Khadija. Oui, Et on ne prononce pas leur. Khadija. transcrit en français. Ici, le protectorat, ma connaissance n'existe pas. Donc, avant le protectorat français du Maroc, le nom de famille n'existe pas. Donc, les noms des familles ont été inventés, pas inventés, mais ont été en fait instaurés au Maroc, justement par les Français. Et donc, c'est pour ça que les familles ont choisi des noms de famille. Mais la transcription des noms des familles, de noms, des prénoms, donc, a été faite donc, par des Français. Ils ont noté un peu comme ils entendaient donc, les noms. Donc, Khadija, à ma connaissance, c'est le KH très souvent. Donc, on peut écrire avec un mais ce sont des conventions qui ont été en fait choisies par les Français qui ont, c'était pas des linguistes, donc ils entendaient un peu, ils écrivaient un peu comme de manière conventionnelle en choisissant une certaine stratégie. Normalement, alors je vais peut-être, donc, puisque vous parlez de ça, alors oui, alors on va peut-être, puisque vous avez parlé de ça, donc normalement,
Alors, est-ce que dans... Alors, regardez. Si vous prenez les exemples suivants, donc vous avez le mot mâle, une mâle en français, donc le mot mâle, une mâle. Et il casse, d'accord? Ce sont deux mots qui existent en français. Et en arabe, on a des mots qui s'approchent. Donc, par exemple, pour le verbe pencher, qu'est-ce qu'on dit pour le verbe mâle, mâle, en arabe dialectal? Ou pour le verbe, le mot, le nom du verbe, en arabe, on dit casse. En français, on dit il casse, et en arabe, on dit casse, casse. Est-ce qu'on a le même son? Casse, il casse, et ou casse, casse. Est-ce qu'on a un A dans les deux cas? Est-ce que vous voyez est-ce que vous entendez la différence? Casse, casse. Et on dit, Monsieur, la première emphatique. donc si vous voulez, on peut dire ça, oui. Casse, il casse. Et alors ici, une grande caisse, en fait, c'est une malle. Et mêle, mêle, mêle. D'accord? Donc alors, il y a une différence. Donc le français, en fait, le A du français, le A du français, il est différent du A de l'arabe. Alors, si vous prenez donc le A de l'arabe, donc s'il dit il mêle, 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 une malle, a. Donc le A, il est OK. Le mêle, elle, il s'approche, notre il s'approche plus du et. Il s'approche un peu plus du et. Mêle, mêle, elle, euh. Et le A, donc dans mal, a. Donc là, vous avez un vrai A. Et là, c'est quelque chose qui ressemble, qui s'approche un peu plus du et que d'un vrai A. Oui ou non? Donc, vous voyez la différence. Donc, ici, caisse, A, famille comme Mehdawi. Donc, par exemple, j'ai pris. Donc, les Français, comment ils ont écrit ce mot? En général, ils ont mis soit donc Mehdawi avec E, ou bien Mehdawi, Mehd. Est-ce qu'on dit Mehdawi? On est à quelqu'un français pour le lire, il va le lire Mahdawi. Donc, si vous le... Donc, c'est pourquoi? Parce que A, du A parfois, du A. OK. Donc, le français possède en général un A. Donc, on va dire, il a un A antérieur. Il possède aussi un A postérieur représenté avec un A avec accent circonflexe. Donc, vous avez des mots avec donc pâte, donc le P avec le A avec chapeau, ou bien le A pâte, donc le A P-A-2-T-E. Et normalement, les Français, par exemple, ils vont euh, prononcer ce mot-là avec pâte, et le mot sans accent circonflexe sur le A, ils vont dire pâte, des pâtes et des pâtes, des pâtes, des pâtes. Ou bien ici, ils disent balle et balle, une balle et balle, ici balle. Donc ça veut dire, en fait, ils ont, en français aussi, on a un autre A. Donc
donc le A normal, et un A avec accent circonflexe. Ah, et on va dire que le français possède un A. Celui-là, il est dit un A avec accent circonflexe, et il est postérieur, et le A antérieur. Donc, le français possède deux types de A. Un A antérieur qui est écrit sans accent circonflexe et représenté phonétiquement comme ça. Et il possède un autre A qui est dit postérieur et représenté avec ce symbole-là. Et généralement, il apparaît avec un A avec un accent circonflexe au-dessus. On l'entend aussi dans des mots de type donc ba, ra, ta. Donc certains A suivent de A. Donc ça, si vous avez vraiment l'oreille très très fine, vous allez voir que le A dans exemple dans ba, ra, ta. C'est plutôt un A postérieur. Donc, le français possède deux types de A, un A antérieur et un A postérieur. Le premier A, et c'est ce qui est observé le plus souvent, et il est représenté avec un A simple. Le deuxième type de A, c'est le A postérieur. Il est représenté avec un accent et termine par AS. Donc, le graphème AS est prononcé par le son A quand il est à la fin de certains mots. Donc, postérieur, alors que celui du français, et qui est transcrit phonétiquement, normalement, il faut le transcrire. C'est un son qui existe en anglais, cat. Donc, en anglais, vous avez et en arabe dialectal, tous les mots qui contiennent, par exemple, bat, mat, jab, fa, jab, fat, on dit jab, donc et c'est et vous avez donc le A, le A normal et A. D'accord? Normalement, on a trois types de A. Vous avez un A très antérieur, un A antérieur et un A postérieur. Donc, l'arabe possède. OK, donc en arabe, on a mais si vous prononcez le mot, par exemple, ici, dar, 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 dar. Donc, A. Donc, en fait, dans le mot der, en principe, on doit mettre ce A. Pardon. Donc, normalement, si on veut être très précis, on doit mettre ce A. Der. Et dans dar, c'est un A postérieur. Ou bien tab. Donc, normalement, ici, on doit mettre le A antérieur, très antérieur. Et simplement pour que vous ayez une idée. Mais en principe, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le français. Et on va dire qu'en français, vous avez deux types de A.
un A antérieur et un autre postérieur. Le A postérieur, vous le rencontrez généralement quand vous avez un A circonflexe. Donc, si vous cherchez des mots avec A circonflexe, normalement, dans le Robert, vous allez trouver que ce A circonflexe, il est noté avec ce symbole-là, qui est le symbole d'une voyelle postérieure, du A postérieur. Et généralement, même les mots qui se terminent par AS peuvent être transcrits avec le A postérieur. Pourquoi? Parce qu'on entend ici A et pas A. Donc, il y a A, 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 A. Alors, donc, conclusion, le français a deux types de A antérieur et A postérieur. Alors, dans certains manuels de phonétique, ils disent que actuellement, les Français ne distinguent pas entre les deux types de A et ils ont tendance à prononcer tous les A du français avec une seule forme, c'est-à-dire celle du A antérieur. Donc, A normal, A simple. Mais, alors, j'ai donné ici ces deux exemples-là de A antérieur, A postérieur, parce que la plupart des manuels distinguent entre ces deux types de voyelles. Exemple, donc la plupart des manuels donnent les deux types de A, et vous l'avez ici. Donc, le tableau que je vous ai donné des voyelles, donc vous avez A antérieur ici, A mi, pat, donc A antérieur, et vous avez pas, il ne vient pas, donc avec A postérieur ici, et il est représenté par ce symbole, d'accord? Donc dans ce tableau-là, vous avez les deux types de A antérieur, A postérieur. Le A postérieur, il est représenté par A avec accent circonflexe, ou bien vous l'observez quand vous avez A suivi de S en fin de mot. Alors, voilà, donc on a présenté les différences entre le système API et le système d'écriture normale, romane. Donc, j'ai présenté on a montré qu'il existe 4 consonnes nasales en français. Donc, ça n'est pas productif, il ne permet pas de former plusieurs mots, et on l'observe uniquement en fin de mot quand vous avez la suite NG. Et vous m'avez posé la question par rapport au re, donc vous avez deux types de re, le re standard qui est grasseyé et que normalement vous devez transcrire en R majuscule, et vous avez le re régional, variante régionale, qui est une vibrante ou une variante roulée. Alors, donc on va laisser les semi-voyelles et les voyelles moyennes. D'accord? Donc, je laisse ça pour une prochaine réunion que je propose de faire donc demain matin au même heure, à la même. Tout ça, tenu du cours, il est dans le site de la fac, donc de la filière études françaises. C'est le même contenu. Donc, donc, il y a 4 parties. On a fait presque 2. Il reste 3. Et il reste 2 autres. Donc, la troisième, en fait, elle a une relation avec ce on a vu maintenant. Donc, je propose qu'on fasse une autre réunion pour faire donc terminer ça et entamer la troisième partie. Normalement, la quatrième, c'est simplement sur les propriétés articulatoires. Donc, je propose que ça, normalement, vous avez tous les TD sont sur l'autre côté, mais je vais les transposer dans la plateforme ici, dans Sciences de l'éducation. Donc, alors,
je propose qu'on s'arrête ici. Alors, il est quelle heure? On avait commencé 8 heures, 10 heures. Alors, attendez. Attendez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, concernant le mot camping, est-ce que dans la transcription, on écrit I normal et on met le symbole de Oui, ng? oui, 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 exactement. Donc, parfois, vous allez trouver dans d'autres manuels, pas d'autres manuels, quelques sites sur Internet, pas dans les manuels. Vous allez trouver à la suite ng, ng. Normalement, ce symbole existe aussi en arabe dialectal. Pardon. Alors, essayez de prononcer le mot. Donc, une banque. Qu'est-ce qu'on dit une banque en arabe dialectal? Une banque. Donnez-moi le mot en arabe dialectal. Je pense que tout le monde le connaît. Banque. Banca. Banque. Banca. Et on dit Banca. banca. Alors, s'il vous plaît, donc, vous voulez qu'on vous explique clairement ce que c'est. Alors, je crois qu'il y a la première, qu'est-ce qu'elle a donné? Le mot banque. 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 OK. Banque. Non, je crois que c'est. Non? Parce que je crois que banque, c'est le meilleur exemple. Ou bien, attendez, je vais donner un autre exemple. Le coup, le mot coup, le coup en arabe, un autre. Qu'est-ce que vous dites en arabe dialectal? Ang. Oui. Alors, regardez comment vous prononcez les deux derniers sons. Essayez de le prononcer normalement. Anq. Non, oui, donc ça c'est Ng. Ng. dans les derniers sons. On a le ne plus ge. Oui ou non? Oui. Ne plus ge. Est-ce qu'on prononce le ne dans le mot? Non. Non, on ne prononce pas le ne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fusionné les deux. Le ne plus le ge. Donc on a dit ang. Ang. C'est clair? Oui, monsieur, merci. D'accord. Alors, alors qu'est-ce qu'on a ici en fait? C'est le ne suivi du ge. Et c'est pas seulement en français, dans beaucoup de langues. Alors, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de banca, banca, banca. Est-ce que vous prononcez le ne dans banca? N, n. Non. On ne prononce pas. Touchez derrière les dents. Et c'est comment? Monsieur, on ne prononce pas ne. On ne le prononce pas. Quand on dit banca, banca, qu'est-ce qu'on a fait? Le ne et le ge fusionnés. Et qu'est-ce qu'on a produit en fait? On a prononcé, alors dans banca, on a prononcé, c'est pas vraiment, c'est ng plus que. C'est un peu plus compliqué. Mais dans c'est exactement ce symbole-là que vous avez. D'accord? Alors, vous pouvez le trouver après ou. Donc, ici, vous avez ou bien donc banca, banca après a. Et vous pouvez le trouver en français, on le trouve souvent après i, mais pas parce que c'est i,
Mistas, tout simplement parce que c'est le mot qui est emprunté, qui s'appelle camping. On a un i par hasard ici, par hasard. Donc un i qui est dans le mot. Donc il n'est pas du tout responsable d'une g. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors, pourquoi on n'a pas beaucoup de ng en français? Parce qu'on n'a pas beaucoup de suites ng, tout simplement. Et en arabe dialectal, et dans beaucoup de langues, en fait, quand vous avez... Et en fait, quand vous avez en français, comment est-ce qu'on écrit? Donc, impropre, impropre, impropre. Donc, le 1, le premier, comment c'est écrit graphiquement? IN ou IM? Donc, c'est avec IM, M. Normalement, on avait au départ un ne. Alors, ne plus peu ou bien be, Monsieur, car il est suivi d'un P. ça peut devenir me parfois. D'accord? Donc, les consonnes nasales, quand ils sont suivis par une autre consonne, be, de ou ge, changent de lieu d'articulation et ils peuvent devenir ge. Tout à l'heure, j'ai dit que les changements au niveau de la prononciation sont dus ces interactions, on les appelle en fait des assimilations. Donc, il y a beaucoup d'assimilation entre les sons quand ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair le nieu? Alors maintenant, pour ce son nieu, nieu, les semi-voyelles. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ye, paille, pied, panier. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le ye, ici, qu'est-ce qu'il représente? Il est représenté par Y et il est représenté par IL. Ici, il est représenté uniquement par I. Donc, c'est le ye qui est prononcé, représenté par I. Ou bien, on va dire que c'est le I qui est prononcé ye. D'accord? À votre avis, pourquoi? Ici aussi. IA, IA, IA. Alors ici, vous avez la même chose. Donc, vous avez OU plus I. Donc, vous avez OI, OI. Le OU est devenu WE. OU plus E. Le OU est devenu WE. Ça, c'est WE. Ça, c'est YE. Alors, ça, c'est le son le plus difficile en français. YE, YE. C'est le son le plus difficile à prononcer en français. Celui-là. Et je crois que très rares sont les... Alors, on peut le prononcer correctement dans certaines formes, mais souvent, il est mal prononcé. Alors, c'est ce que vous avez ici. Donc, on a punition, En fait, non, ça, c'est pas le symbole de U. Non. Le symbole du U, il y a une erreur ici. C'est le symbole du U, c'est celui-là. Ça, c'est OU. D'accord? Il y a une petite erreur. Alors, le U, où est-ce qu'il est le U? Donc, le U, rue, vêtu, en principe, c'est celui-là. Donc, c'est un peu comme Y, qui représente le U. U, et le O, normalement, c'est ça correspond au O. OK. Donc, il y a une petite erreur. Alors, regardez, vous avez ici Louis, Louis XIV, donc Louise. Louis. Alors, ici, vous avez un W qui apparaît. Et ici, vous avez un ye. Et si vous voulez, le ye ici,
Donc ce J-là, c'est exactement le même. C'est le même son. Et celui-là, c'est le waouh, c'est le wa ou le waouh, harf le waouh en arabe. Et ici, vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on prononce ici? Donc, la plupart d'entre les Marocains en général, on va dire juin, nuit, lui. Juin, nuit, lui. En fait, ce n'est pas une prononciation qui est celle des Français. Et en réalité, on ne va pas prononcer un we, parce que si vous dites juin, ça veut dire vous prononcez un we. Et si vous dites nuit, vous prononcez un we. Alors regardez, on n'a pas le we ici, on a autre chose. Donc les Français ils ne vont pas dire juin, ils vont dire juin, juin. Nuit, nuit. Et ils disent lui, lui, et pas Louis, Louis. J'ai dit que ça, c'est le son le plus difficile à prononcer. Et on va voir pourquoi. Donc, en fait, pourquoi on a ces symboles qui apparaissent? Normalement, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ou. Au lieu de ou, on va avoir we. Au lieu du ou, on va avoir wow, si vous voulez. Et ici, finition. Normalement, on aurait dû dire finition. Finition. Parce qu'on a un i ici. Mais on ne dit pas finition, on dit finition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si vous dites finition, vous allez avoir deux voyelles qui se suivent. Vous allez avoir ici i suivi du on. Si vous dites Louis, vous allez avoir ou suivi du i. Et ici, normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire juin, parce que vous avez eu ici. Juin. Nu, i. Lui. Alors, dans tous ces exemples-là, vous avez deux voyelles qui se suivent. Et en français, deux voyelles qui se suivent, en principe, c'est interdit. C'est la même chose que ce que vous avez. Donc, le ami. Donc, un nom au féminin qui commence par une voyelle. Donc, le ami, on ne dit pas le ami, on dit l'ami. Pourquoi? Parce qu'on a en fait deux voyelles qui se suivent et on enlève la première. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Deux voyelles qui se suivent et on ne va pas enlever. On n'a pas enlevé le ou, on a simplement modifié le ou par we. On a changé le ou par we. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ici aussi, on a changé le U par UE. Et on a changé le I ici, dans finition, par IE. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait fait? Tout simplement, ici, si on laisse, par exemple, vous avez le mot hier, lion, ici, dans les deuxièmes exemples. Donc, ici, vous avez hier. Qu'est-ce qu'on a? Jouer, joua, loua, tuer. On va dire que ce sont des prononciations avec hiatus. Et ça, c'est lourd à prononcer. Dans la deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? Et je crois que c'est ça que tout le monde d'entre vous, je crois, ici en tout cas, produit. Donc, on va dire hier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré, ça, c'est une semi-voyelle. Donc, c'est ni une voyelle, ni une consonne. C'est quelque chose qui est entre la consonne et la voyelle. Donc, on appelle une semi-voyelle. Donc, hier, lion, jouer. Donc, on insère une semi-voyelle qui correspond, qui est la plus proche du i. Donc, hier, jouer,
joua, loua, tuer, tuer, huer. Huer, ça c'est huer, ce n'est pas ouais, tuer. Et par contre, les Français, quand ils prononcent, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'insèrent pas une semi-voyelle, ils remplacent carrément la voyelle I par la semi-voyelle correspondante. Donc, ils disent hier, j'étais à Paris. Ou bien, aujourd'hui, je vais partir à Lyon. Je vais partir à Lyon. Donc, si vous entendez de manière plus fine les Français parler, faites attention à ce qu'ils disent. Donc, ils ne vont pas dire hier. Nous, on dit hier, nous, donc ce qu'on entend souvent. Ils jouer, ça c'est nous qui l'a dit, un jouet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement transformé le ou par le we. D'accord, il y a une petite erreur ici. Donc, jouer. Donc, voilà. Et ici, ils ne disent pas tuer, il l'a tué, tué. Ils disent il l'a tué, il l'a tué. Et ce n'est pas il l'a, pardon. Et ce n'est pas il l'a tué, tué, il l'a tué, tué. Donc, c'est une semi-voyelle donc, correspondante du U. Donc, dans la première, vous avez une prononciation avec hiatus, et dans les deuxièmes, vous avez une prononciation dans laquelle on n'a pas de hiatus, et on remplace, en fait, ici et là. Donc, ici, on a inséré la voyelle, la semi-voyelle entre les deux voyelles qui posent problème. Et là, on a changé la voyelle I, ou bien U par la semi-voyelle correspondante. Alors, si vous revenez au tableau, vous allez voir la même chose. Donc, ici, on pourrait dire les yeux, oh, et en fait, ici, exactement ici, donc pied, pied, on ne dit pas pied, ou bien pas, c'est le I, autre voyelle, et juste après, panier. Le oui, on par la semi-voyelle. O. Donc, we plus I, donc ça va poser un ou I. OK, c'est difficile à produire. Il existe quelques généralement, qu'on parle spontanément, tous les hiatus sont remplacés quand c'est possible et quand vous avez I. Donc ici, vous avez I, ou bien U, on les remplace par le semi-voyelle correspondante. Alors, cette semi-voyelle, c'est tout simplement le ya de l'arabe, et cette semi-voyelle, c'est tout simplement, là, c'est pas en arabe en fait. OK, ça n'existe pas au niveau phonologique. OK, alors, il y a quelques traces de cette voyelle au niveau phonétique seulement. Donc, on va dire que les semi-voyelles, en fait, sont utilisées généralement. Donc, en français, une syllabe ne peut contenir qu'une seule voyelle en français. La rencontre de deux voyelles forme ce qu'on appelle un hiatus. Et si vous remarquez dans le mot hiatus, vous avez deux voyelles dans le même mot. Hiatus, vous avez I plus A, et on ne dit pas hiatus, on dit hiatus. C'est-à-dire le I est remplacé par le W pour éviter de prononcer deux voyelles successives. Donc, c'est une suite de sons que les langues en général essayent d'éviter. Donc, dans la plupart des langues, évitent la rencontre de deux voyelles. En général, on ajoute une consonne entre deux voyelles qui peuvent se rencontrer. Donc, la transformation des voyelles I, U, I, U
en semi-voyelle ye ou ye devant une autre voyelle permet généralement de rompre le hiatus, donc de briser le hiatus. Donc on essaie de le briser. Donc c'est la même, le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Donc quand vous avez zion, c'est tout simplement l'effacement d'une voyelle. Quand vous avez généralement ici de l'article, on n'enlève pas celle du mot lexical, on enlève souvent, en fait, on enlève celle du radical, du déterminant ici de l'article, et on ne dit pas la arrivée, on dit l'arrivée, pour éviter d'avoir deux voyelles qui se suivent. Ou bien le arrivé, pardon, la arrivée, on dit l'arrivée. Le ami, on dit l'ami. Donc, c'est une autre manière pour rompre le hiatus, ou bien pour briser le hiatus. Donc, on peut le briser en insérant une semi-voyelle, mais dans ce cas-là, c'est valable uniquement pour I, U et O. U. Donc, pour I, OU et U. Alors, les semi-consonnes peuvent apparaître en dehors du cas de hiatus. Donc, vous avez des exemples dans lesquels les semi-voyelles, on les utilise même si on n'a pas de problème de hiatus. Exemple dans le mot roi, oiseau, yaourt, kiwi. Whisky. Alors, dans ces mots, la semi-voyelle est toujours prononcée. Donc, ces semi-voyelles sont appelées semi-voyelles. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent aux voyelles par rapport à leur articulation. Donc, on va le voir après. Donc, ils sont prononcés presque comme les voyelles. La seule différence, par exemple, entre I et ye, c'est que le ye, il est prononcé plus rapidement. Donc, ça, vous ne pouvez pas... Donc, si vous dites hier, donc le ye est plus rapide que le I. Alors, il ressemble aux consonnes par rapport à la syllabation. Donc, comme les consonnes, ils sont toujours accompagnés d'une voyelle. Par exemple, dans wa, donc le we apparaît là où on s'attend à une consonne. Donc, ta, ka, d'accord? Donc, le we, il fonctionne ici comme une consonne. Donc, normalement, il n'existe pas de syllabe qui contient uniquement une semi-voyelle. Donc, on avait dit ça. Donc, les consonnes ne peuvent jamais apparaître toutes seules. Elles ont besoin d'un support vocalique. C'est la même chose pour les semi-voyelles. Et par rapport à celle, au niveau de la production, et ça, on va le voir après. OK, donc je crois qu'on a présenté presque tout. Il reste cette partie-là, et ça prendra un peu de temps pour l'expliquer. OK, il nous faut au moins 15 ou 20 minutes pour l'expliquer. Alors, on va la laisser pour demain. Donc, demain, je pense qu'on va garder le même horaire et on va faire une même durée pour... la troisième partie en entier demain. Ah, allô? Donc, est-ce que vous avez tout entendu? Oui, monsieur. D'accord, donc je propose qu'on s'arrête ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez... Maintenant, c'est mieux, vous avez mieux compris? Oui, Alors, monsieur. est-ce que je... D'accord, donc, alors, normal... D'accord, donc je propose qu'on s'arrête maintenant. Et comme ça, on aura le temps de faire des ajustements nécessaires si au cas où il se pose quelques problèmes techniques. Et comme ça, on va démarrer. Alors, j'espère qu'on démarre le plus tôt possible.
Mais on prend donc, on va dire qu'on va commencer à partir de 8h30. 8h30 et quelques 10 minutes pour faire les mises au point finales avant le démarrage. Alors, merci pour votre attention. Alors, essayez de rien. Donc, essayez de noter tout de suite les questions que vous avez et auxquelles on va essayer de répondre demain matin, Inch'Allah. OK? D'accord, monsieur, D'accord, merci. merci. Merci à deux. OK. Et à demain, Inch'Allah. À demain.